remercie beaucoup donc les laboratoires Astra. L'idée, c'est qu'en 45 minutes, on ait un petit peu les idées claires sur les nouveautés en 2022 sur l'insuffisance cardiaque. Il y a eu quand même beaucoup de choses avec des belles études. Et donc, sans tarder, on a donc 3 orateurs sur le plateau qui sont tous des experts de l'insuffisance cardiaque, faisant souvent partie du groupe d'insuffisance cardiaque de la Société française de cardiologie. Et je vais donner tout de suite la parole donc à Denis Engoulevent, qui est chef de service au CHU de Tours, qui va nous parler des nouveautés pour l'insuffisance cardiaque à FEVZ préservée. Merci, bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Donc, cette session est organisée avec le soutien d'Astra, ça a été dit. Vous avez ici mes liens d'intérêt. Alors, quand on parle d'insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée, il faut rappeler, c'est toujours important, que l'ESC a mis quelques tours de recommandation avant de proposer un synopsis assez clair des définitions. On a l'HPF au-dessus de 50%, la réduite en dessous de 40%, qui inclut 40%, et puis celle qui est modérément réduite au-dessus de 40%, ce qui représente en moyenne la moitié, enfin, environ la moitié des patients insuffisants cardiaques pris en charge dans le monde, mais c'est toujours important, notamment ces définitions, pour savoir de quoi on parle dans les études et dans les recommandations. Alors, quand on prend les recommandations 2021 de l'ESC sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée en termes de traitement pharmacologique, ben on reste un peu sur sa faim, puis autant pour la fraction d'éjection réduite, les 4 fantastiques qu'on ne redétaillera pas maintenant ont des niveaux de recommandation de type 1A, autant pour la fraction d'éjection préservée ou modérément réduite, c'est au mieux du 2BC, et les inhibiteurs du SGLT2, les glyphlosines, n'apparaissent pas, puisqu'à l'époque, on n'avait même pas de niveau de preuve ou d'étude pour cette classe thérapeutique. Heureusement, depuis, les niveaux de preuve sont arrivés et l'étude Deliver a essayé de répondre à cette question. La dapagliflozine est-elle supérieure au placebo chez les patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée? Alors, je voudrais juste faire un petit focus sur les patients inclus dans ce type d'étude. C'était des patients de plus de 40 ans, NYHA 2 à 4, qui avaient une fraction d'éjection supérieure à 40%. Ils avaient pu d'ailleurs, c'est important, avoir une fraction d'éjection plus faible auparavant, mais pu s'améliorer avec les traitements. Et puis, il fallait qu'ils aient une atteinte structurelle du myocarde, une HVG ou une dilatation atriale gauche, une élévation des peptides natriurétiques, plus ou moins élevée selon la présence d'une fibrillation atriale. Et puis, c'était des patients qui pouvaient être aussi bien ambulatoires, et j'insiste sur le terme ambulatoire parce que ce sont des patients qu'on voit nous en consultation, ou hospitalisés, avec un critère majeur qui est celui qu'on retrouve habituellement, décès cardiovasculaire ou aggravation de l'insuffisance cardiaque. Là encore, gestion de cette aggravation qui peut tout à fait être ambulatoire. Alors, les caractéristiques des patients à l'inclusion, ce sont des patients HPF, donc ils ont plutôt 70 ans, hein, ce n'est pas du ST+, qui a la soixantaine. 43% de femmes, c'est important de le souligner aussi, c'est même probablement un peu fait par rapport à ce que ça représente d'habitude dans cette population. Des FEVJ en moyenne à 54%, et qui pouvaient monter d'ailleurs au-delà de 60%, on en reparlera. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les traitements qu'ils recevaient, puisque comme il n'y a pas de recommandation de niveau très très fiable chez ces patients, on a une dispersion des traitements. C'est intéressant de regarder quand même que plus de 80% sont sous bêta-bloqueurs, probablement pour une partie d'entre eux avec de la fibrillation atriale, et beaucoup, près de 80% sous diurétique de Lance. Alors cette étude, elle est positive, c'est un succès, hein. Il y a 18% de réduction de risque d'événements dans le groupe dapagliflozine comparé au placebo. Je rappelle, c'était décès cardiovasculaire, hospitalisation ou aggravation d'insuffisance cardiaque avec un petit P très significatif. Donc ça, c'était un grand soulagement pour la communauté cardiologique d'avoir ces résultats. Et ce qui est important, c'est de signaler que ce bénéfice était y compris observé chez les patients qui ont une fraction d'éjection supérieure ou égale à 60%, hein, les supernormaux. Tout ça sans signal de sécurité majeur qui pourrait remettre en cause le bénéfice clinique net de cette stratégie thérapeutique chez ces patients. Alors évidemment, on avait eu quelques mois avant les résultats de Emperor Preserved avec l'autre glyphlosine, d'où l'intérêt de faire une analyse poolée des 2 molécules chez ces patients, sachant que les critères d'inclusion sont assez proches. Il y a des petites variabilités, je vous laisserai en prendre connaissance, mais l'important, c'est toujours d'en faire une analyse poolée, c'est d'augmenter finalement la puissance pour nous de l'analyse, puisqu'il y a plus de patients, plus d'événements, et donc on retrouve le critère majeur qui était le même pour ces 2 études. Et ce qui est intéressant, c'est que le décès cardiovasculaire commence à s'approcher de la significativité pour cette classe thérapeutique chez ces patients en fraction d'éjection préservée.
Alors, suite à ces résultats, nos collègues américains, qui ne sont pas sur le même calendrier que nous, ils ont pu, eux, sortir des recommandations au printemps 2022 qui plaçaient les ISGLT2 en classe 2A chez les patients à une fraction d'éjection supérieure ou égale à 50%, les vrais HPF. Il n'y avait pas les medium reduced. Et à l'ESC 2022, donc fin août dernier, Franz Rutschitska, lui, a essayé d'imaginer ce que pourraient ou ce que devraient être les recommandations de l'ESC, si on les mettait à jour tout de suite, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou modérément réduite. Et lui avait dit, moi, sa suggestion elle est importante, fait partie des groupes quand même, ce serait de la mettre en 1A. Alors, ce n'est pas encore le cas, on est bien d'accord, mais il avait dit, compte tenu de 2 études positives chez ces patients, je le ferai bien en 1A dans les prochaines recommandations. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait? Ou comment font les cardiologues quand ils voient des patients? Alors moi, ma proposition, c'est lorsque je vois un patient en consultation qui est connu comme ayant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, je donne une priorité à l'introduction d'inhibiteurs du SGLT2 compte tenu du fait que c'est le niveau de preuve le plus élevé chez ces patients en termes de réduction des événements. Alors évidemment, il faut qu'ils soient NYHA supérieur ou égal à 2, mais il faut bien les interroger avant de dire qu'ils ne sont pas NYHA au moins 2, parce que si on n'interroge pas bien, on peut se faire avoir, mais ça vous le savez. Je vérifie qu'ils ont un NT-proBNP qui est au moins au-dessus de 300 picogrammes par millilitre, voire un peu plus s'ils sont en FA, que le DFG est supérieur à 20, parce qu'en dessous, pour l'instant, on n'a pas les niveaux de preuve et qu'il est donc recommandé de ne pas mettre de glyphosine chez ces patients, et puis qu'ils aient un FEVG au-dessus de 40% et une OG dilatée ou une HVG, et de préférence qu'ils aient déjà été hospitalisés, ou en tout cas qu'ils aient déjà eu de l'insuffisance cardiaque. Et quand les patients ont ces critères, avec une échographie, une prise de sang et un interrogatoire, on y arrive, généralement, il faut mettre le traitement. Sinon, c'est de l'inertie thérapeutique et c'est quand même dommage, ce d'autant que ces traitements sont aujourd'hui admis et remboursés chez ces patients. Alors, la question que j'aime bien poser quand je parle d'insuffisance cardiaque aujourd'hui, c'est glyphosine pour tous, puisque finalement, la méta-analyse, au-delà de ce que je vous ai montré tout à l'heure, elle a testé finalement l'efficacité des glyphosines dans cette méta-analyse qui reprend à la fois la fraction d'éjection préservée et la fraction d'éjection réduite avec la DAPA, l'AMPA et également la sotagliflozine qui n'est pas commercialisée pour l'instant. Alors sur le critère majeur habituel, la réduction est 33%, largement significative, mais sur le critère réduction de la mortalité totale, qui est quand même un critère extrêmement dur, extrêmement robuste, eh bien, on atteint une réduction significative de 8% dans la méta-analyse. Donc moi, mon message, c'est dans l'HPF, glyphosine pour tous, et dans l'insuffisance cardiaque, glyphosine pour tous. Merci Denis. Donc on a connu le mariage pour tous, maintenant on a glyphosine pour tous. Voilà. Et globalement, donc pour l'insuffisance cardiaque à fraction préservée, c'est quand même des belles études. On a eu Empereur Préserve, maintenant on a Deliver, le furosémide et les glyphosines. Les autres classes thérapeutiques finalement dans l'insuffisance cardiaque préservée, qu'est-ce que tu en fais finalement? Alors, j'applique assez logiquement les recommandations, même si vous l'avez vu, le niveau de preuve sont faibles. Quand ils ont de l'hypertension artérielle, les glyphosines et les diurétiques comme antihypertenseurs, ça ne va pas être terrible. Donc là, effectivement, on a largement les moyens de mettre des inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Les IEC, les ARA2 sont des bons antihypertenseurs aussi, avec un profil de tolérance d'efficacité tout à fait remarquable. Si mon patient est tachycarde, à fortiori s'il y a de l'AFA, les bêta-bloqueurs ont leur place. Finalement, je trouve ce qui est intéressant quand on prend des livers, c'est de voir la répartition des classes thérapeutiques données à ces patients. Moi, j'étais surpris de voir que les bêta-bloqueurs étaient très au-dessus des autres, mais ça correspond vraiment à la pratique des cardiologues chez ces patients en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, on s'adapte au terrain, aux facteurs de risque, aux comorbidités, et puis à l'état également de décompensation, où là, on va souvent pousser fort sur les diurétiques. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, on va enchaîner tout de suite. On va demander à Denis de laisser sa place pour Damien. Et donc, Damien, tu sais bien que le congrès du CNCH, c'est le congrès des cardiologues hospitaliers, qu'on a tous des patients insuffisance cardiaque qui arrivent. On ne sait pas encore s'ils ont une fraction d'éjection préservée ou s'ils ont une fraction d'éjection altérée. Et donc, comment tu gères une insuffisance cardiaque aiguë chez un patient hospitalisé? Merci Franck. Alors, comment je gère en 2022? La diapositive de lien d'intérêt. Alors, il y a 5 ou 6 messages que je voulais développer à travers cette histoire-là. La première, ça concerne les diurétiques. La prise en charge initiale au cours d'une décompensation, on est d'accord, ça reste les diurétiques.
Et il y a un peu d'actualité sur les diurétiques en 2022, il y a même une grosse actualité. Et depuis quelques années, on va dire même, il y a un regain d'intérêt, en tout cas, pour reconsidérer l'utilisation des diurétiques, leur façon de les utiliser et leur façon de les évaluer. C'est vraiment un point important, parce que les diurétiques, c'est la classe la plus ancienne qu'on utilise, et néanmoins, elle ressuscite de l'intérêt, on va dire, que maintenant. Alors, le premier message, c'est traiter agressivement. Je vais vous donner un exemple. Évaluer correctement la volémie, ça fait partie de notre art au quotidien, et la réponse aux diurétiques, je vous donnerai aussi un élément de réponse. Et puis le syndrome cardio-rénal et la résistance aux diurétiques est quand même la plaie des services d'hospitalisation et des patients décompensés, qu'on évoquera juste comme ça rapidement. Alors, traiter agressivement, on a plusieurs diurétiques disponibles pour faire pisser du sodium, pour forcer le néphron à extraire de l'eau et du sodium. Alors, celui qu'on utilise, c'est le diurétique de Lens de Henle, la partie ascendante de Lens de Henle, mais il y en a d'autres. Et on connaît déjà les thiazidiques qui agissent à ce niveau-là, mais il y a d'autres diurétiques. Et notamment, il y a l'acétazolamide, ou le Diamox, qu'on connaissait depuis également très longtemps, mais qu'on n'utilisait pas en cardio, qui est utilisé un petit peu en réanimation dans certaines circonstances d'alcalose, on va dire. Et notre ami Wilfried Mullens, de l'autre côté de la frontière au nord, donc le Belge, avait déjà publié il y a 2 années un petit essai montrant que d'ajouter du Diamox, ça faisait pisser plus de sel. Et donc là, il s'est lancé sur un essai randomisé, contrôlé contre placebo, furosémide, plus ou moins Diamox, pendant 1, 2, voire 3 jours par voie intraveineuse, dès l'admission des patients si possible, et était regardé ce qui se passait en termes de durée, de perte de poids, d'amélioration clinique, etc. Et effectivement, ça améliore les patients d'ajouter d'emblée un deuxième diurétique. Donc on ne sait pas, par exemple, pour les thiazidiques, parce que ce type d'essai n'a jamais été fait, mais en tout cas pour le Diamox, on voit en tout cas à travers cet essai que c'est malin et ça sert plutôt à quelque chose pour les patients. Deuxième point concernant les diurétiques, on sait à travers des études observationnelles que les patients ont vraiment intérêt à sortir le plus euvolémique possible, pas dire complètement sec, mais en tout cas sans congestion résiduelle, et même si c'est au prix d'une légère dégradation de la fonction rénale. Et ça, c'est un exemple de ces études observationnelles où on a ceux qui ont une dégradation de la fonction rénale, WRF, et qui sortent ou pas congestifs, C+, ou C-. Et on voit très bien que ceux qui iront le mieux, c'est ceux qui sortent C-, sans congestion résiduelle, qu'ils aient ou pas une dégradation de la fonction rénale en cours d'hospitalisation. Donc ça, c'est vraiment un message important, notamment auprès des plus jeunes qui souvent sont au lit de ces patients-là. Et puis un autre message intéressant, dans ce texte de consensus sur l'utilisation des diurétiques que je vous invite tous à regarder, qui est dans l'European Journal 2020, et cette proposition, pas validée par une étude, de tester la réponse aux diurétiques, alors pas uniquement avec le pifomètre, la balance et puis la diurèse qu'on a du mal à suivre chez ces patients-là, mais également avec un échantillon d'urine où on regarde la natriurèse. Natriurèse conservée, c'est une réponse aux diurétiques, et sinon, il faut escalader les diurétiques, et très rapidement. Deuxième chose, l'hospitalisation pour les compensations, c'est toujours une opportunité pour essayer de faire mieux pour la prise en charge. À commencer par le bilan étiologique. Alors, on ne va évidemment pas le développer, mais c'est vrai que c'est toujours bien de se reposer les bonnes questions. Est-ce qu'on a vraiment bien catégorisé notre patient? Je ne parle pas simplement de l'AFE, mais des étiologies. Et vous voyez qu'en fait, le spectre des causes d'insuffisance cardiaque est quand même assez large. Il y a plein de trucs et il y a des conséquences thérapeutiques. Et ces derniers mois, ces dernières années, a été mis un gros focus, alors bien sûr sur l'amylose, je crois que maintenant tout le monde y pense, également sur les myocardites. C'est vrai que l'IRM permet maintenant de beaucoup mieux voir ces œdèmes myocardiques, et l'aspect génétique également, qui est tout le temps oublié, qui est très souvent oublié dans les cardiomyopathies dilatées, un peu moins dans les CMH. C'est un intérêt, faut y penser. Optimiser le traitement, l'hospitalisation pour des compensations, ça va être une opportunité. Denis vient de nous rappeler les 4 piliers de l'insuffisance cardiaque AFE réduite, voire modérément réduite. Je ne vais pas évidemment les redétailler. Tu l'as également évoqué dans l'insuffisance cardiaque AFE réduite, mais également AFE modérément réduite, somme toute. La prise en charge est probablement à peu près la même, avec un niveau de preuve plus faible. Et dans les recommandations européennes, vous voyez qu'on n'est plus en rouge, on n'est plus en gris, mais il y a un peu de couleur chaude. Donc on peut proposer les mêmes traitements en cas de FE modérément altéré.
Et puis, proposer ces 4 classes thérapeutiques, ces 4 piliers, c'est possible avant la sortie dans la grande majorité des patients. Pas tous, mais la majorité des patients. Les inhibiteurs de SGLT2 qui affectionnent particulièrement Denis, effectivement, c'est simple, c'est une seule dose, il y a peu d'effets secondaires, on sait que ça protège les reins, il y a une AMM dans l'insuffisance rénale, et puis ça a été montré que il y avait moins d'hyperkaliémie sous inhibiteurs de SGLT2. Donc c'est vrai que c'est vraiment un médicament probablement à donner en phase hospitalière. Les anti-aldostérone, alors chacun fait un peu ce qu'il veut, on est plus ou moins frileux par rapport à la kaliémie, qui reste un peu le sujet pour cette classe thérapeutique. Nous, on a pris l'habitude, avec la première dose de diurétique IV, d'essayer de donner de la spironolactone, en l'occurrence de la soludactone intraveineuse, de façon à essayer de garder en mémoire tout de suite les anti-aldostérones, puis après on s'adaptera au problème de la kaliémie, mais qu'on peut quand même souvent gérer éventuellement par des résines, tant le bénéfice des anti-aldostérones est réellement important. C'est quand même la classe thérapeutique qui réduit le plus la mortalité. Les bêta-bloqueurs, quand les patients sont déjà sous bêta-bloquants, on sait qu'on a intérêt à ne pas les arrêter, sauf en cas d'état de choc, bien sûr. Et puis, bon, les IEC, les RNI, tout ça, on connaît bien, ça dépend de la pression artérielle. Et puis, l'hospitalisation, c'est aussi... Maintenant, il y a un niveau de recommandation fort. C'est l'occasion de vérifier le bilan martial. Alors, peut-être pas à J1, mais à J4, J5, une fois que le patient n'est plus trop en hypervolémie, et de proposer une substitution de la carence martiale par fer injectable quand il y a une carence. On va se reposer les questions de la resynchronisation, du défibrillateur, de la fibrillation atriale, des valvulopathies. Je ne vais pas détailler, mais c'est vraiment un moment électif où on peut se poser, revoir l'échographie, discuter avec les collègues sur les troubles du rythme, sur la valve, etc. Et puis enfin, le dernier point, c'est de se réveiller quand il faut se réveiller chez les patients dont on sent que ça ne va pas bien se passer dans les mois qui suivent. Alors pourquoi ? Alors, il y a eu cet acronyme assez sympathique qui a été proposé il y a quelques années, I Need Help, avec pour chacune des lettres une situation clinique assez intuitive, le patient qui reçoit de la dobu, le patient qui revient régulièrement, le patient qui est en permanence NYHA 3 fort, le patient qui a une FE très basse, une pression artérielle très basse, etc. Quand on a ces critères-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer demain quand il va sortir? Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Et quand le patient, on peut espérer encore un projet thérapeutique, en gros, quand il a moins de 70 ans et qu'il a un état général à peu près conservé, il faut réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas une indication de greffe? Et ce n'est pas 60 ans, 65 ans, ça peut aller jusqu'à 70 ans, d'assistance ventriculaire, etc. Et là, c'est là où on peut aussi demander de l'aide aux centres un peu plus experts dans ces pathologies-là. Avant-dernier message, la réadaptation cardiaque à l'effort. Alors normalement, c'est dans les centres de réadaptation et c'est après la phase décompensée, bien sûr. Néanmoins, alors c'était pas en 2022, mais en 2021, a été présentée cette étude très sympathique où les patients étaient randomisés, réadaptation, pas de réadaptation, mais en phase hospitalière. C'est-à-dire, dès que le patient n'avait plus de diurétique intraveineux, hop, sur la bicyclette, et était regardé ce qui passait en termes non pas vraiment de survie, c'est pas une étude avec des milliers de patients, mais en termes de capacité musculaire, fonctionnelle, et le résultat est tout à fait probant. Les patients qui ont été remis sur bicyclette très vite, sous réserve qui continuent un peu la bicyclette quand même après, ça leur fait beaucoup de bien. Et puis, le dernier message, la sortie, qui est l'étape à ne pas louper, à tel point qu'on essaye toujours de dire aux internes, ne faites pas sortir les patients le jour de week-end, parce que souvent on foire tout. La sortie, c'est vraiment l'étape importante pour lesquelles il ne faut pas se rater. Alors, les messages clés, c'est que le patient sorte avec son compte-rendu et ses ordonnances. Vous allez me dire, c'est quand même le minimum, mais ce n'est pas toujours le cas. Avec des explications qui lui ont été fournies, et pas juste un compte-rendu posé sur la table. Et ça prend du temps. C'est pas facile, mais il faut le faire. Et puis planifier la suite, dont va parler Jean-Michel en long et en large après. Planifier la suite, en tout cas pour, si je peux sans trop déflorer peut-être ce que tu diras, c'est au moins prévoir la première prise de sang à faire très vite, le premier rendez-vous de consultation et le médecin généraliste, il faut qu'il soit au courant. Alors on n'a pas les portables, souvent les généralistes, mais au moins il y aura le compte-rendu et il faut que le généraliste le revoie dans les 15 jours, le cardiologue également assez vite. Et après, maintenant, on a plein d'outils pour aider les patients. Il y a le système Prado, on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'être là. Il y a les unités thérapeutiques d'insuffisance cardiaque comme les CETIX
qui permettent, avec les infirmières, avec protocole de coopération ou les IPA, d'aider à la titration, de mettre en place cette télésurveillance, de faire des éléments d'éducation thérapeutique, d'être là pour les consultations non planifiées, la réadaptation à l'effort, etc. Donc tout ça, ça doit être prévu avant la sortie. Et puis l'actualité, là, d'il y a 2 semaines, c'est les résultats de Strong Chef, présentés par Mebaza il y a 2 semaines à la HA, et qui, chez des patients qui sortaient de l'hôpital le plus souvent pas parfaitement bien traités, a été mis en évidence que, c'était randomisé, une intensification de la titration du traitement dans les semaines qui suivaient, pas les mois qui suivaient, les semaines qui suivaient, permettait d'avoir un gain sur la survie et les hospitalisations dans les 6 mois qui suivaient. Donc ça valide un peu cette idée-là. Donc voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, ce que je propose, c'est que Jean-Michel, tu viennes là et on va poser les questions un peu à la fin, parce qu'il y a des choses qui vont s'entrecouper. Anouar, si tu veux une question. Alors, la réponse est parfois spectaculaire, parfois elle ne l'est pas. Mais alors, ça reste des traitements, quand même, ces associations un petit peu délicates. De rajouter notamment les thiazidiques, ça les provoque quand même pas mal d'hyponatrémie, ça favorise quand même l'hypokaliémie. Et donc la règle, c'est plutôt la phase hospitalière. Et chez les quelques patients qui sont des frequent flyers et qui, malgré de fortes doses de diurétiques, restent toujours un peu congestifs ou en tout cas vont se congestionner vite. Alors là, pourquoi pas continuer en ambulatoire. Mais moi, ce que je fais en tout cas, c'est souvent, par exemple, 1 ou 2 comprimés par semaine. Des Hydrex, pour l'instant, je ne le fais pas avec le Diamox, mais pas, je ne fais pas d'association régulière tous les jours. À cause de cette... parfois, on a des mauvaises surprises. Donc, je préfère à ce moment-là 1 ou 2 fois par semaine et faire revenir les patients en hôpital de jour pour un peu de diurétique intraveineux. Et je peux rajouter juste, se méfier s'ils sont insuffisants respiratoires, parce qu'on a quand même beaucoup qui ont les deux. Vous avez un impact sur l'équilibre acide-base, parce que vous faites, c'est l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Vous pouvez les coller en acidose si vous mettez votre Diamox. Enfin, il faut faire un peu gaffe, quoi, chez ceux qui sont potentiellement sous oxygène ou autre. Lévocimodant. Le lévocimodant. Oui, le lévocimodant, là, j'en ai... on ne peut pas parler de tout, mais oui, effectivement, en tout cas chez les patients qui ont des signes de bas débit, donc en gros hypotendus et très hypotendus, pour lesquels on a déjà essayé beaucoup de choses et qui restent malgré tout au fond de leur lit avec une perfusion parce que ça ne va pas, effectivement, par contre, on n'a pas le choix. Les inotropes, le lévocimodant n'a pas montré une grande supériorité au de butamine. Le principal avantage du lévocimodant, c'est sa facilité. En fait, le côté, c'est une perfusion de 24 heures à une seule dose. Et puis après, on a un effet rémanent qui persiste pendant 1 semaine. Donc ça, c'est assez sympathique. Mais oui, parfois, on n'a pas le choix. Bon, les études observationnelles ont quand même montré que les inotropes versus placebo dans les essais randomisés, donc pas observationnels, est associé à une augmentation de la mortalité aussi. Donc, inotropes quand on n'a pas le choix, mais pas trop rapidement. Ok, on va enchaîner, merci beaucoup, avec Jean-Michel Tartière, donc, qui est cardiologue à Toulon, qui est membre du groupe d'insuffisance cardiaque aussi du CNCH et de l'insuffisance cardiaque. Et après, donc, c'est le patient qui sort de l'hôpital, qui a ses 4 médicaments fantastiques. Comment je fais pour optimiser les doses avec un parcours de soins? Alors, vaste problème. Mes liens d'intérêt, déjà... Première chose, s'offre à nous quand même un vaste déséquilibre entre nos possibilités. Nous sommes quelques cardiologues sur le territoire, sur des grands territoires, encore moins de cardiologues qui s'intéressent réellement à l'insuffisance cardiaque, et la réalité de cette maladie où c'est 1,5 million de patients en France. En plus, on est sur une population qui ne correspond que très rarement aux essais cliniques, avec une population qui est gériatrique. Faire de l'insuffisance cardiaque,
c'est faire de la gériatrie, qu'on le veuille ou non, c'est ça, faire de l'insuffisance cardiaque. Et avec un taux d'hospitalisation, un taux de décès qui, vous le voyez, est extrêmement important. C'est un coût faramineux et avec un recours en plus hospitalier qui est très particulier en France, qui est très différent des autres pays de l'OCDE, où on a un recours à l'hospitalisation conventionnelle qui est vraiment extrêmement important par comparaison avec les autres pays des territoires OCDE. Et dans la réalité, quand on regarde ce qui se passe en ville, un parcours de soins pour l'insuffisance cardiaque, souvent c'est ça. Il y a une infirmière, on est sur des patients qui sont âgés, je vous le rappelle, une infirmière au domicile qui est en premier plan de la prise en charge. Un médecin généraliste, sauf que dans 10% des cas, en PACA en 2017, 10% des insuffisants cardiaques, donc c'est des vrais malades qui ont une maladie chronique, qui sont étiquetés comme tels, 10% des insuffisants cardiaques n'ont pas de médecin généraliste. Ils n'ont pas de médecin généraliste. Ils devraient en avoir, ils ont une ALD. Et donc, le médecin généraliste est au second plan, et il y a le médecin spécialiste, le cardiologue, qui est en troisième plan, mais là aussi, PACA 2017, 40% n'ont pas de cardiologue. 40% n'ont pas de cardiologue. Et c'est en 2017, là on est en 2022, il s'est passé 5 ans depuis, la démographie médicale, vous savez, ça descend, ça descend, ça descend. Donc si on a les chiffres 2021-2022, vous allez voir que ça va être encore plus catastrophique. Donc qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne qu'on va aux urgences, d'où la crise cet été, et qui reviendra l'été prochain, bien entendu, autour de l'accueil des patients aux urgences. Donc gérer un patient à insuffisance cardiaque, en fait c'est ça. La vraie vie, c'est ça. Et en gros, dans la boîte à outils qu'on a mis en place autour d'un projet de filière qui s'appelle Phileas, on a 3 grands enjeux. Le premier enjeu, c'est mieux titrer les traitements. On sait dans toutes les études observationnelles que la présence du médicament dans les 4 fantastiques est déjà un magnifique résultat. Et alors, avoir des demi-doses, des pleines doses, là, c'est le Saint Graal, mais qui est tout à fait exceptionnel. Ensuite, c'est mieux coordonner les soins. Parce qu'une fois qu'on sort de l'hôpital, et même parfois à l'hôpital, entre spécialités tout simplement, on se retrouve quand même face à un vaste labyrinthe avec des spécialités, des infirmiers, le patient au milieu, et finalement, pas grand monde arrive à retrouver son spécialiste ou son généraliste ou son patient. Et également extrêmement important, une fois que le patient est à domicile, il va bien falloir essayer de repérer et de mieux orienter les patients qui sont à nouveau en état d'aggravation. Et la plupart du temps, actuellement, on n'a pas de solution intermédiaire entre j'augmente les diurétiques à la maison et je me retrouve aux urgences ou dans un service de cardiologie directement, dans le meilleur des cas. Il n'existe pas d'intermédiaire réellement. Et on a réellement besoin, à mon sens, de pouvoir changer un petit peu de paradigme et d'adapter finalement l'offre de soins aux patients, et non l'inverse, que le patient doive s'adapter à l'offre de soins. Et pour ça, on doit prendre en compte, bien sûr, le patient, ou les aidants, les conditions d'hébergement des patients, les infirmières qui sont au chevet des patients, c'est une population âgée, et les médecins qui sont en responsabilité sur le territoire de ces patients. À partir de là, comment est-ce qu'on gère une population, une vaste population, et pas juste sa consultation, une vaste population d'insuffisance cardiaque? Eh bien, la première étape, c'est de savoir à quel niveau de sévérité est mon patient. Est-ce que c'est un patient qui doit être sécurisé à tout prix? Ça, pour le coup, l'hôpital, il sait faire. C'est son boulot. Il n'y a aucun problème. Il faut l'envoyer à l'hôpital. Hôpital, clinique, peu importe. Ou est-ce que c'est plutôt un patient qui est en phase d'équilibration? Le risque est moindre. Et là, probablement que l'hôpital, ça n'est pas le bon endroit. Et donc, il va falloir trouver dans notre boîte à outils d'autres systèmes de prise en charge. L'hospitalisation à domicile, par exemple, l'hospitalisation de jour, autre exemple. Et le professeur Lojard nous parlait des hospitalisations de jour pour diurétique. Typiquement, c'est une bonne solution. Et puis, il y a toute cette masse de patients, ces 90% qui sont finalement en phase de consolidation, qui sont stables. Et là, le champ des possibles vous est ouvert avec
toujours la possibilité, bien entendu, pour ces patients, notamment en sortie d'hospitalisation, de mettre en place des systèmes de télésurveillance. Allez vous promener sur les stands, vous avez tout un panel d'offres qui vous est proposé. À mon sens, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il faut s'approprier l'outil, et ça n'est qu'un outil, attention. Bien entendu, les consultations sont extrêmement importantes pour gérer ces patients en phase de consolidation et pour effectuer les titrations. Mais encore une fois, 40% des patients n'ont pas de cardiologue, des patients n'ont pas de cardiologue, 10% n'ont pas de généraliste. Penser qu'on va pouvoir mettre cette volumétrie dans des consultations de médecins, c'est totalement illusoire. Et donc là, s'offrent à nous, depuis quelques années, des consultations d'infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque, que ce soit les infirmières protocole de coopération, les infirmières de pratique avancée, et il faut utiliser à plein les solutions qui sont proposées par ces nouveaux métiers, les utiliser, les faire développer dans les services, puisque pour l'instant, finalement, le meilleur endroit où ils peuvent s'épanouir, c'est bien le secteur hospitalier et ce n'est pas le secteur libéral où, malheureusement, le mode de rémunération n'est pas du tout adapté à leur survie. Associé à ça, toujours la possibilité de pouvoir développer des hôpitaux de jour ou de l'hospitalisation à domicile. Encore une fois, on est sur des patients très âgés et on arrivera tôt ou tard chez ces patients sur une prise en charge palliative. Là aussi, l'hospitalisation à domicile est une très bonne manière de pouvoir assurer la prise en charge palliative des patients. À partir de là, on se retrouve dans une situation où, si on a développé un système, par exemple, de télésurveillance avec notre patient et notre aidant, eh bien, on peut communiquer avec eux. On peut également s'asseoir sur un système de coordination numérique. Donc, c'est ce que nous avons fait avec le système Azure Réseau, qui est promu par le GRAD, le groupement régional d'aide au développement de la e-santé. Et ce système de coordination nous permet de coordonner et de communiquer avec le cercle de soins, généralistes, infirmiers, cardiologues, et lorsqu'il y a des difficultés, sans s'interposer avec le maillage habituel de ville, de pouvoir redistribuer des alertes au niveau de l'hôpital de jour, de la consultation ISPIC ou de l'hospitalisation à domicile, sans repasser par l'hôpital. Tout ça pourquoi ? Pour protéger notre bien commun, qui est le service d'admission des urgences et l'hospitalisation conventionnelle, où finalement, si nous sommes avertis assez tôt, ces patients n'ont pas lieu de séjourner. Finalement, dans notre boîte à outils, pour améliorer la prise en charge après la sortie de l'hôpital, eh bien sûr, on garde la possibilité d'hospitaliser, mais plus on sera pris en charge tôt, moins on aura de patients, plus il sera simple de faciliter les entrées directes et donc de soulager le service d'admission des urgences. Et puis, on a tout le panel qui est associé. L'hospitalisation à domicile avec la possibilité de créer des hospitalisations en sortie précoce d'hospitalisation conventionnelle. On est dans Phileas actuellement à plus de 600 patients, 600 séjours qui ont été pris en charge comme ça, en moyenne 3 jours et demi après l'admission pour insuffisance cardiaque aiguë. On a également la possibilité de créer des hospitalisations à domicile directement de ville, sans passer par l'hospitalisation, puisque une fois qu'on connaît le patient, on sait qu'il y a une décompensation, on peut tout à fait, à partir de la télésurveillance, d'une consultation d'un hôpital de jour, définir qu'on va modifier la prise en charge avec l'ajout de l'HAD. Le côté palliatif, et c'est pas pour faire mourir plus vite les gens, le palliatif dans l'insuffisance cardiaque, ça les fait vivre plus longtemps, plus heureux. Donc, on a tout intérêt à enchaîner sur la prise en charge palliative. L'hôpital de jour, c'est bien sûr aussi bien pour la carence partiale, pour éviter les réhospitalisations, pour les diurétiques, pour éviter peut-être une HAD ou peut-être une hospitalisation conventionnelle. Mais il faut développer ce concept d'hôpital de jour en urgence, parce que souvent, l'alerte, eh bien, on la reçoit et il faut que dans les 24-48 heures, on ait trouvé la solution. Et donc, il faut développer effectivement ce volet d'HDJ urgent. La télésurveillance, je pense qu'on doit le proposer autant que possible à tous les patients, qu'ils soient autonomes ou qu'ils soient en aide avec les infirmiers. Et bien souvent, les infirmiers sont tout à fait d'accord
pour remplacer leur surveillance tensionnelle, le poids sur un petit cahier que finalement personne ne lit, par quelque chose qui va pouvoir être remonté à une équipe de coordination et surtout avec une équipe de coordination qui va pouvoir derrière agir rapidement et répondre à leurs questionnements. Derrière la consultation, eh bien, majoritairement, c'est des consultations par des infirmières parce que la denrée médicale va se faire de plus en plus rare et donc on a intérêt à se faire aider, à s'épauler par les infirmières spécialisées en assurance cardiaque, que ce soit pour de l'orientation post-urgence, pour de la titration, pour de la mise en place ou le suivi de télésurveillance ou pour de l'orientation gériatrique et sociale. Tout ça, c'est extrêmement bien fait par les ISPIC. Pour conclure, une fois que le patient est sorti de l'hôpital, finalement, c'est là où les enjeux sont les plus grands, c'est là où le risque est le plus grand. Et on voit bien, à l'échelon d'un hôpital, on n'est pas à l'échelon d'une consultation. Quand les patients sortent de l'hôpital, on est sur le territoire. Et donc les enjeux sont territoriaux. Et par conséquent, les outils qu'on doit utiliser doivent répondre à cette réalité. Ce doit être des outils territoriaux. L'amélioration du pronostic des patients, il passe actuellement beaucoup par l'organisation des soignants. Parce que vous l'avez vu, des thérapeutiques, on n'en manque pas. On n'en manque pas. Et s'il y a une chose qu'a montré Strong HF, c'est que les thérapeutiques, c'était les mêmes dans les deux groupes. Sauf que dans un groupe, on s'est organisé pour que ces thérapeutiques soient prescrits et soient pris. C'est la grande différence, en fait. La coordination, ça implique aussi souvent, et surtout si on fait une volumétrie importante, des outils numériques. Et donc, il faut se jeter à corps perdu dans ces outils numériques. Il ne faut pas avoir peur de soi. Et l'offre de soins, encore une fois, doit s'adapter aux patients et non l'inverse. Et avec trois grandes phases de soins, la sécurisation, l'équilibration, la consolidation du patient. Ces trois grandes phases doivent appeler des outils différents. Et je vous remercie. Merci. Alors, on a le droit à 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le panel? Laszlo. Comment coordonner le jeu entre les cardiologues libéraux et l'hôpital? Très souvent, ce qui se passe, c'est que les patients inondent de nos urgences. Nos urgences chargent des lits. On nous impose des patients qui sont purement cardiologiques, qui pourraient être traités en médecine interne. Les DMS sont longues. Ils repartent lentement vers leur cardiologue. Je pense qu'il y a un enjeu territorial à coordonner. Alors, vous avez tout à fait raison. Et le nerf de la guerre là-dedans, c'est la communication. Parce qu'un cardiologue, comme un médecin généraliste qui voit un patient en décompensation, ce qu'il va faire la plupart du temps, c'est qu'il va essayer de trouver une solution. On est injoignable au téléphone. Ils ne sont pas plus joignables en ville. C'est pareil. Et on est tous injoignables au téléphone. Quand bien même on est joint, de toute façon, ils ont attendu le dernier moment. Et donc la place, c'est tout de suite. C'est pas demain, c'est tout de suite. Et généralement, on n'a pas la place tout de suite. Donc en fait, il faut essayer de faire en sorte que la communication sorte de la communication urgente. Il faut être sûr, il faut qu'eux soient sûrs qu'ils vont avoir une solution. Et pour ça, c'est typiquement l'outil de coordination qu'on a développé. Et ça demande en fait un changement de culture. La culture actuelle, c'est je fais ce que je peux, j'attends jusqu'au dernier moment, et après, ça va dans le service à vos urgences, mais quoi qu'il arrive, ça va quelque part. En PACA, le délai entre la dernière consultation et l'hospitalisation, c'est 9 jours. Pareil, c'est des données de la CPAM, 9 jours de délai. Donc les gens les ont bien vus à 9 jours. C'est pas qu'ils n'ont rien fait pendant 9 jours, ils ont essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché, mais ils n'avaient pas d'autre solution. Si on intercale un système avec un moyen de communication qui n'est pas le téléphone, parce que du coup, il y a moins d'urgence, on peut répondre en 48 heures, qui permet au médecin de savoir que son message va être entendu, qu'on va trouver une solution qui, du coup, comme on est un petit peu en avance, sera probablement ni le service d'admission d'urgence, ni la cardiologie conventionnelle, ça sera de l'hôpital de jour, de l'HAD, eh bien, naturellement, le changement de culture va se faire. Mais c'est un vrai changement de culture. Les outils, ils existent, ils sont mis en place pour nous. Derrière, c'est vraiment le changement de culture qu'il faut mettre en place. Ça ne va pas de soi.
Après, je pense qu'effectivement, il faut vraiment améliorer la communication entre la ville et l'hôpital. Dans le livre blanc, on parle du décloisonnement de la ville et l'hôpital. Il y a quand même des outils numériques, je pense, qui peuvent aider à ça. On met en place des guichets de téléexpertise uniques. On met en place effectivement des équipes spécialisées en insuffisance cardiaque avec des infirmières qu'on forme et qui sont un relais, je pense, entre que ce soit le médecin de ville ou le médecin de l'hôpital. Et puis ensuite, les infirmières viennent nous voir, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le prend en HDJ? Est-ce qu'on le remet en consultation rapidement à un cardiologue? Parce que, voilà, ou est-ce que l'infirmière de titration peut le voir? Donc je trouve qu'on a quand même des outils numériques. On voit bien qu'avec la télésurveillance, que nous on a l'expérience de la télésurveillance avec le programme ETAP depuis maintenant 4-5 ans, les patients en fait sont régulièrement en contact avec les infirmières. Elles appellent l'infirmière ou l'infirmière appelle le patient le lundi parce qu'il a pris 3 kilos pendant le week-end, parce qu'il a été chez son fils et qu'il a arrêté ses médicaments pendant le week-end ou les avait oubliés. Et il y a des liens qui se créent quand même et il y a une satisfaction des patients. C'est vrai que quand tu dis 10% de médecins, 10% en région centre, c'est 25% de la population n'a plus de médecin traitant. Et on a 4 cardiologues libéraux qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés. Donc la démographie est beaucoup plus alarmante et on a besoin effectivement de mieux communiquer avec ceux qui restent et probablement créer des réseaux. Voilà. Nous avons fait un audit sur les filières d'admission de ventilation de ces patients au sein de l'hôpital, donc à Colmar. Nous avons mis en place la télésurveillance, donc ça commence à s'organiser. La disposité quand même là, ça sera pas du jour au lendemain. Non, ça c'est pas du jour au lendemain. On espère en tout cas que la télésurveillance va passer en droit commun. Normalement, ils ont jusqu'au 1er juillet 2023, je pense, pour se mettre d'accord sur la tarification. Et on espère que les tarifs ne seront pas plus bas que ce qu'ils sont actuellement pour pouvoir continuer à financer nos infirmières. Enfin, la télésurveillance, c'est quand même pas non plus la réponse miracle. Il faut des choses qui aillent autour. C'est pas ça qui va sauver la mise. C'est un outil dans le parcours de soins. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas se tromper entre les solutions et les outils. Un outil, ça n'est qu'un outil. C'est une pelle, on la pose par terre, on lui demande de creuser un trou. La pelle, elle ne va rien faire. Donc la télésurveillance toute seule, elle fait rien, de rien, de rien. Il faut derrière avoir des solutions quand cet outil nous génère des alertes. Ça, c'est le nerf de la guerre. Il faut l'outil, mais il faut la solution. La difficulté, c'est vraiment au sein des services, des chefs de service, c'est de trouver des moyens dans une période contrainte où on n'arrive plus à avoir d'infirmières, ou en tout cas on n'arrive pas à en avoir plus, à essayer de créer des zones, des filières de soins, de protéger certains parcours, d'avoir une possibilité d'avoir ces fameux hôpitaux de jour bien renforcés. C'est ça la difficulté, c'est communiquer avec les cardiologues de ville, mais communiquer aussi avec la direction pour essayer d'organiser ça. Moi, je me pose souvent la question, c'est aussi l'interfaçage avec les médecins généralistes, parce que, par exemple, depuis très longtemps, les médecins généralistes ont été impliqués fortement dans le suivi de maladies chroniques comme le diabète, avec des prises de sang régulières. Ils sont même incités financièrement à mesurer l'hémoglobine glyquée, même si on peut discuter de son bien fondé, etc., etc. Je pense que sur l'insuffisance cardiaque, il y a un véritable gap à franchir. Les médecins généralistes ne savent pas diagnostiquer et suivre l'insuffisance cardiaque à quelques exceptions près. Alors d'abord, ils ne sont pas très nombreux, ils sont de moins en moins nombreux, ça on en a discuté. Mais c'est en plus, il y a vraiment un gap de formation, parce que si un médecin généraliste, au moment où il sait que son patient a une insuffisance cardiaque, il met en place un protocole de surveillance et de prise en charge finalement assez comparable à ce qu'on pourrait faire avec un diabétique, on pourrait aussi probablement anticiper et prévenir un certain nombre d'hospitalisations et de décompensations. Et je sais que là, actuellement, il y a un mouvement de la CNAM qui cherche à augmenter justement la formation et l'information sur l'insuffisance cardiaque à destination des professionnels de santé, et pas que les généralistes. On peut penser aux infirmières de proximité, aux IPA, etc. C'est probablement aussi une réponse pour nous, pour avoir quelque part une avant-garde de professionnels de santé qui puissent savoir quand nous référer le patient, pas trop tard, ou quand agir pour éviter qu'il arrive chez nous. Mais ça reste un projet de la CNAM pour 2023. Absolument, c'est pour ça que je le mentionne. L'HAS a mis en avant le parcours de soins. Je le mentionne parce que c'est possiblement une réponse, même si ce ne sera pas la réponse à tous les soucis, puisque encore faut-il qu'il y ait des professionnels de santé dans les territoires. Et Franck et moi, on est dans une région où il n'y en a pas beaucoup. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier les orateurs. Je trouvais que le débat était intéressant. Merci encore à Astra. Je vous invite donc à aller dans l'amphi AB pour voir ces battles de jeunes et le quiz. Et puis surtout, demain matin, en fait, on a la venue exceptionnelle du ministre de la Santé qui va être là vers 8h
l'amphi AB. C'est vrai qu'on vous encourage à venir tôt le matin, malheureusement, parce que c'est un moyen de montrer que la cardiologie est unie aussi, et qu'on puisse inciter nos décideurs et alerter nos décideurs sur la démographie médicale, l'attractivité dans nos régions. Et je pense que c'est bien que tout le monde soit là. Voilà, bonne soirée. Merci.